Quand j'ai commencé à étudier la photographie documentaire française du 19e siècle, je cherchais ce qu'on trouve d'habitude dans ce domaine. Des témoignages visuels de la vie quotidienne, des portraits d'époque, peut-être des clichés des grands travaux de transformation de Paris. Ce que j'ai trouvé à la place était une absence. Un photographe payé pendant 4 ans par une commission officielle pour documenter les excavations du chantier haussmannien, les fouilles les plus profondes jamais réalisées sous Paris. Des budgets confirmés, des paiements documentés, et aucune photographie dans les archives officielles. Ni une. Et puis, dans les procès-verbaux de la Société française de photographie, une lettre de 1863 décrivant une collection de clichés montrant des structures d'une antiquité extraordinaire exposées par les excavations de boulevards. Des structures à 8 à 12 mètres sous le niveau de la rue, d'une précision géométrique incompatible avec n'importe quelle civilisation documentée ayant habité Paris avant les Romains. Et un seul tirage survivant, trouvé dans une collection privée lyonnaise, référencé dans un catalogue de vente de 1987, aujourd'hui introuvable. En 1860, Paris était creusé, et ce qui sortait du sol aurait dû changer ce qu'on sait de cette ville. Ça n'a pas changé, parce que les photographies ont disparu. Entre 1853 et 1870, le baron Haussmann a transformé Paris de façon radicale. 140 km de nouveaux boulevards, des milliers d'immeubles démolis, un nouveau réseau d'égouts s'enfonçant à des profondeurs inédites sous la ville, des fondations de nouveaux immeubles creusés plus profondément que tout ce qui avait été fait depuis l'occupation romaine. Les travaux haussmanniens ont mis à nu les strates de l'histoire parisienne avec une ampleur que les archéologues de l'époque n'avaient jamais eu l'occasion d'observer. Les équipes d'excavation coupaient à travers les couches médiévales, puis les couches romaines, puis les couches gauloises, puis, dans les tranchées les plus profondes, quelque chose d'autre. La commission des travaux historiques, créée précisément pour gérer les découvertes archéologiques issues des travaux haussmanniens, publia en 1867 une synthèse de ces travaux. Ce document, accessible aux archives nationales, contient une formulation remarquable dans sa section sur les fouilles les plus profondes. Il mentionne la découverte de structures de date et d'origine incertaines, sans les décrire davantage. Il renvoie à une documentation complémentaire en cours d'élaboration. Cette documentation complémentaire n'a jamais été publiée. Pour les niveaux romains et gaulois, la commission a produit des descriptions détaillées, des mesures, des dessins. Pour les couches plus profondes, celles d'origine incertaine, une ligne dans un rapport de synthèse et un renvoi à une documentation qui n'est jamais apparue. Les excavations haussmanniennes ont exposé quelque chose que personne ne savait comment documenter officiellement. Et dans l'espace de quelques années, la ville avait été rebâtie par-dessus, et ce quelque chose était à nouveau sous des tonnes de béton et de pierre. Dans les archives de la Commission des travaux historiques, accessibles aux chercheurs aux archives nationales, se trouvent les documents budgétaires détaillés de l'organisme pour les années 1855 à 1865. Ces documents sont précieux, parce qu'ils identifient tous les prestataires qui ont travaillé pour la commission, avec les montants payés et les descriptions des travaux commandés. Parmi ces prestataires, sur 4 années consécutives, 1858, 1859, 1860 et 1861, une ligne budgétaire récurrente, un photographe dont le nom est documenté, rémunéré pour documentation photographique des excavations archéologiques. Les montants correspondent à un travail photographique substantiel, plusieurs centaines de clichés sur 4 ans, selon les tarifs documentés de la profession à l'époque. Ce photographe est réel. Son nom apparaît dans les registres de la Société française de photographie pour les années 1856 à 1862. Il avait une pratique professionnelle documentée. Il travaillait pour des commandes officielles. Les photographies qu'il a produites pour la Commission des travaux historiques, la livraison concrète de 4 ans de travail documenté et payé, ne sont pas dans l'archive de la Commission. J'ai effectué les demandes nécessaires. J'ai consulté les inventaires.
Les fonds de la Commission aux Archives nationales documentent ses travaux textuels, ses correspondances, ses budgets. La section photographie de ces fonds contient quelques clichés documentés comme ayant été pris par d'autres photographes pour d'autres aspects des travaux. Le travail de notre photographe, absent. 4 ans de documentation photographique commissionnée et payée par l'État. Aucune livraison dans l'archive. Sans explication dans aucun document administratif qui signalerait une livraison incomplète, une perte ou une décision de ne pas archiver. Les archives de la Société française de photographie pour les années 1860 à 1870 sont conservées à la Bibliothèque nationale de France. Ce sont des procès-verbaux de séance, des correspondances des membres, des catalogues d'exposition, la documentation ordinaire d'une société professionnelle active. Dans ces archives, le photographe est mentionné plusieurs fois entre 1856 et 1862. Il expose. Il est cité dans des comptes rendus. Son travail est connu de ses confrères. Dans un procès-verbal de séance de mars 1862, son nom apparaît dans une liste de membres présents à une réunion ordinaire. Après 1862, il disparaît des archives de la Société. Mais avant cette disparition, une référence dans les procès-verbaux de 1862 mentionne la collection de Monsieur sur l'ancien Paris souterrain, une collection décrite comme un ensemble de photographies montrant les couches profondes mises à nu par les travaux des boulevards. La formulation suggère que cette collection existait à cette date, qu'elle était connue des membres de la Société et qu'elle était désignée par un titre reconnu. J'ai cherché cette collection dans les archives photographiques de toutes les grandes institutions françaises. La Bibliothèque nationale de France, le Musée Carnavalet, la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, les archives de la préfecture de police. J'ai cherché dans les catalogues d'archives privées et de collections de musées régionaux qui ont des fonds de photographie anciennes. La collection sur l'ancien Paris souterrain, documentée comme existante en 1862 dans les archives de la principale société professionnelle de photographie de France, n'est dans aucune de ces institutions. Plusieurs personnes l'avaient vue, plusieurs personnes l'avaient mentionné. Pas un tirage n'a survécu dans aucune collection documentée. Dans les archives de la Société française de photographie, un document que je n'avais pas anticipé de trouver. Une lettre privée, datée de juin 1863, d'un membre de la Société à un correspondant non identifié, probablement un collègue, décrivant en détail une visite à l'atelier du photographe où il avait vu la collection. Cette lettre n'est pas dans les archives officielles de la Société. Elle est dans un fonds de donation privée incorporé aux archives de la BNF dans les années 1920, appartenant à un photographe de la génération suivante qui avait collecté de la documentation sur ses prédécesseurs. La lettre a survécu par cet accident de collection. L'auteur de la lettre décrit avoir vu une série de 67 photographies montrant des excavations sur plusieurs boulevards haussmanniens. La majorité des clichés documentaient des couches romaines et gauloises, conformément au mandat de la commission. Mais les 20 derniers clichés de la série montraient quelque chose que l'auteur de la lettre n'arrive pas à classer. Il les décrit ainsi. Des constructions en pierre à une profondeur d'environ 8 à 10 mètres sous le niveau actuel, d'une précision dans les joints que je n'ai observée dans aucune maçonnerie médiévale ni romaine, avec des angles et des proportions qui ne correspondent pas aux règles de construction que je connais. Précision des joints incompatibles avec la maçonnerie médiévale ou romaine. Angles et proportions non reconnaissables. À 8 à 10 mètres de profondeur, sous Paris. L'auteur de la lettre demande à son correspondant s'il a entendu parler de ces clichés, si d'autres membres de la Société les ont vus. Il dit avoir voulu en parler à la prochaine séance, mais avoir appris entre-temps que le photographe avait eu des difficultés avec la commission. Des difficultés, sans autre précision. Et cela nous amène au seul tirage qui a survécu. Un seul cliché, trouvé dans une collection privée à Lyon, qui montre exactement ce que la lettre décrit.
Et c'est exactement là que commence le chapitre suivant. Dans le catalogue d'une vente de mobilier et d'objets anciens organisée à Lyon en octobre 1987 par la maison d'adjudication Millon, un lot numéro 147 est décrit comme un tirage photographique sur papier albuminé, circa 1860, montrant une excavation urbaine avec structure souterraine, Paris, dimension 24 sur 30 cm, estimation 200 à 400 francs. Ce catalogue de vente est conservé aux archives de la maison Millon. Je l'ai consulté. La description du lot 147 est sobre. Une description standard pour une photographie ancienne de sujets industriels ou urbains. Mais une note manuscrite dans les marges du catalogue de l'exemplaire archivé précise « Acquis par collection privée, Lyon ». Une photographie d'une excavation parisienne montrant des structures souterraines, circa 1860. Dans la période et pour le type de sujet exact que j'avais documenté comme disparu, j'ai cherché l'acquéreur. Les archives Millon n'identifient pas les acquéreurs dans leur vente publique de l'époque. J'ai contacté des galeries lyonnaises spécialisées en photographie ancienne. Un galeriste, consultisant ses propres notes de l'époque, se souvient d'avoir vu une photographie de fouilles parisiennes avec des pierres taillées qui semblaient très anciennes, dans une collection privée lyonnaise au début des années 1990. Il pense que cette collection a été dispersée après le décès du collectionneur, vers 1998. Un tirage qui existe dans un catalogue d'archives. Un tirage dont un galeriste se souvient. Un tirage dont personne ne sait aujourd'hui où il se trouve. Ce que la description du catalogue documente, structure souterraine d'une excavation parisienne des années 1860, correspond précisément à ce que la lettre de 1863 décrivait. Et ce que le galeriste se souvient d'avoir vu, des pierres taillées qui semblaient très anciennes, correspond à la précision des joints et aux proportions inhabituelles que la lettre documentait. Un seul tirage, un seul aperçu de ce qui était sous Paris, et puis plus rien. La commission des travaux historiques avait des protocoles pour gérer les découvertes archéologiques issues des excavations haussmanniennes. Ces protocoles, établis dans les instructions de travail de la commission en 1855, distinguaient deux catégories de découvertes. Catégorie 1, les découvertes d'époque romaine et médiévale. Protocole, documentation complète, mesures, dessins, rapports détaillés, conservation si possible. Catégorie 2, les découvertes d'époque incertaine ou pré-romaine. Protocole, enregistrement sommaire sans retarder l'avancement des travaux. Cette instruction, explicitement écrite dans les documents internes de la commission, signifiait que tout ce qui était trouvé avant les Romains était noté sommairement et aussitôt recouvert par les nouvelles fondations. Pas préservé, pas étudié, pas photographié officiellement, noté et enterré. L'instruction était raisonnable dans une logique administrative de construction rapide. Elle était catastrophique dans une logique archéologique. Et elle était, on peut le noter rétrospectivement, parfaitement adaptée à garantir que les couches les plus anciennes du sous-sol parisien disparaîtraient définitivement sans laisser de documentation substantielle. Les enregistrements sommaires que le protocole prescrivait pour les découvertes pré-romaines devraient être dans les archives de la commission. Un inventaire des archives de la commission réalisé en 1993 par le ministère de la Culture documente les fonds disponibles, correspondances, budget, rapports de fouilles romaines et médiévales, publications. La catégorie enregistrement de fouilles pré-romaines n'apparaît pas dans l'inventaire. L'instruction de faire des enregistrements sommaires des découvertes pré-romaines. Ces enregistrements non localisables dans l'archive. Le protocole précisait que les fouilles pré-romaines ne devaient pas retarder la construction. Et les enregistrements que ce protocole prescrivait de faire sont absents de l'archive. Comme si quelqu'un avait décidé que même des notes sommaires sur ce qui avait été trouvé dans les couches les plus profondes étaient de trop. Les catacombes de Paris sont l'une des curiosités touristiques les plus visitées de la capitale. Les tunnels accessibles au public, une partie seulement d'un réseau beaucoup plus vaste d'anciennes carrières, occupent la couche calcaire lutétienne,
entre 10 et 30 mètres sous le niveau de la rue. Ce que les guides touristiques ne mentionnent pas, c'est ce qui se trouve en dessous de cette couche. La géologie du bassin parisien est bien documentée. Sous la couche calcaire des carrières, les formations géologiques successives descendent vers des profondeurs considérables. Ces formations ont été sondées pour des raisons d'ingénierie, construction du métro, du RER, maintenant du Grand Paris Express, avec des techniques de relevé qui documentent non seulement la géologie, mais aussi les structures artificielles éventuellement présentes. Dans les rapports techniques d'études géotechniques réalisés dans les années 2000 pour la planification d'extensions de transport souterrain, des rapports accessibles dans les archives de la RATP et de Réseau de transport du Grand Paris, on trouve, dans les sections décrivant les anomalies rencontrées, des mentions de structures de constitution non naturelles à des profondeurs supérieures au niveau des carrières connues. Ces anomalies sont décrites avec la même économie de mots que les autres mentions similaires, d'origine incertaine, à étudier ultérieurement, sans détail. Des structures artificielles sous le niveau des catacombes, plus profondes, plus anciennes, dans des formations géologiques qui précèdent toute occupation documentée de la région. Sous les ossements et les galeries des carrières, sous les niveaux médiévaux et romains et gaulois, sous tout ce qui est documenté et accessible et visitable, il y a quelque chose. Les relevés techniques l'ont trouvé, et personne ne parle de ce que c'est. Voici ce que la stratigraphie de Paris ressemble quand on assemble tous les éléments documentés. Au niveau de la rue, les structures haussmanniennes et modernes. En dessous, les fondations médiévales, les caves gothiques, les puits romans. Plus bas, les structures gallo-romaines documentées, les niveaux gaulois identifiés, les premières traces d'occupation humaine reconnues officiellement. Encore plus bas, la couche des catacombes, les anciennes carrières, les eaux. Et sous tout ça, sous tous les niveaux documentés et admis, les structures que les études de 2000 ont trouvées et n'ont pas caractérisées, que les excavations de 1860 avaient exposées et photographiées, que le protocole haussmannien prescrivait d'enterrer sans documentation complète. Le sous-sol de Paris est un palimpseste, et la couche la plus ancienne, la plus profonde, la plus difficile d'accès, est la couche dont la documentation a disparu de la façon la plus systématique. Le photographe payé par la commission, ses clichés, absents de l'archive officielle. La lettre décrivant 20 photographies de structures impossibles. Le seul tirage survivant, perdu après une vente à Lyon en 1987. Les enregistrements sommaires prescrits par le protocole de la commission, absents de l'archive. Les rapports géotechniques contemporains mentionnant des anomalies profondes en une ligne, renvoyés à des études ultérieures qui ne viennent jamais. Un motif cohérent, à travers 160 ans, dans des institutions différentes, des périodes différentes, des technologies différentes. Le même résultat. Les couches les plus profondes de Paris ne sont pas documentées. Pas par accident, par décision. C'est à ce moment que je vous demande de faire une pause. Si vous êtes encore là, si vous voyez ce que ces couches d'effacement superposées révèlent par leur consistance même, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton like maintenant. Pas pour l'algorithme, parce que ça me dit que vous êtes l'un des rares qui voit ce que ces absences documentent. Et cela nous amène à ce que les excavations du chantier Notre-Dame de 2019 ont exposé, et ce que ces trouvailles connectent à tout ce que nous avons documenté sur ce qui se trouve sous Paris. Et c'est exactement là que commence le chapitre suivant. Les excavations archéologiques conduites après l'incendie de Notre-Dame en 2019 ont fourni une opportunité rare d'accès à des niveaux de l'île de la Cité normalement inaccessibles. Des zones du sous-sol de l'île, non touchées depuis les restaurations médiévales et modernes de la cathédrale, ont été exposées par les travaux de sécurisation structurelle. Le rapport archéologique public de la mission Notre-Dame pour ces travaux, le document de compte-rendu officiel, mentionne des anomalies pré-romaines dans plusieurs zones de fouilles sous le chœur et dans les zones adjacentes. Ces anomalies sont décrites en une formulation qui m'est devenue familière au fil de cette enquête. D'interprétation délicate,
nécessitant des études complémentaires, sans description des caractéristiques spécifiques qui les rendent anomales. Il s'agit de la même île, du même sous-sol, le même endroit que les excavations du XIXe siècle avaient déjà exposé partiellement. La même formulation d'origine incertaine pour ce qui était trouvé dans les couches les plus profondes, à 160 ans de distance. Ce n'est pas une question de méthode d'analyse insuffisante. La photogrammétrie, l'analyse chimique des matériaux, la datation isotopique, les outils dont disposent les archéologues du XXIe siècle permettent de caractériser des matériaux et des structures de manière infiniment plus précise que ce que les ingénieurs de la Commission des travaux historiques pouvaient faire en 1860. Si les structures trouvées sous Notre-Dame en 2019 sont d'interprétation délicate, ce n'est pas parce que la science actuelle ne peut pas les caractériser. C'est parce qu'on a décidé que leur caractérisation complète ne serait pas incluse dans le rapport public. L'île de la Cité porte sous elle quelque chose. Chaque grande fouille depuis 1860 le retrouve. Chaque grand rapport officiel depuis 1867 le note en une ligne et le renvoie à plus tard. Les comptes rendus contemporains des travaux haussmanniens, les journaux, les mémoires d'ouvriers, les rapports de contremaîtres, documentent les conditions de travail dans les tranchées les plus profondes. Ce sont des sources dispersées, non systématiquement collectées, mais qui constituent un témoignage de première main sur ce que les travailleurs de l'époque expérimentaient. Dans plusieurs de ces sources, deux mémoires d'ouvriers publiées dans les années 1870, un reportage d'un journaliste du Figaro daté de 1859, il est fait mention de zones spécifiques des excavations où le travail devait être interrompu pour des raisons difficiles à expliquer. Des ouvriers signalant des vertiges, des maux de tête persistants, une désorientation à des profondeurs précises, des contremaîtres documentant des arrêts de travail inexpliqués dans certaines sections des tranchées les plus profondes. Dans le reportage du Figaro de 1859, le journaliste accompagne une équipe d'excavation dans une tranchée profonde du futur boulevard de Sébastopol. Il décrit une section de la tranchée où les ouvriers ne descendent pas volontiers et où plusieurs ont été relevés ce jour-là pour cause de malaise indéfini. Il ne propose pas d'explication. Le chef de chantier répond à ces questions par ce qu'il traduit comme une haussement d'épaules et la terre ancienne à ses humeurs. Ces effets physiques, vertiges, désorientation, malaise inexpliqué dans des zones précises et profondes, correspondent à ce que nous avons documenté ailleurs. Les effets d'une exposition à une résonance acoustique ou électromagnétique active dans une infrastructure souterraine fonctionnelle. Les ouvriers de 1859 avaient creusé jusqu'à quelque chose, et certains d'entre eux ne pouvaient pas continuer à travailler à côté. Le photographe, qu'est-il devenu? Ses entrées dans les registres de la Société française de photographie s'arrêtent en 1862. Le dernier paiement de la Commission des travaux historiques à son nom date de 1861. Dans les registres d'état civil parisiens, naissance, mariage, décès, il apparaît dans le recensement de 1861. Il n'apparaît pas dans celui de 1866. Je n'ai pas trouvé d'acte de décès correspondant pour la période 1862 à 1865. Je n'ai pas trouvé de passeport ou de document de voyage indiquant une émigration. Je n'ai pas trouvé de registre fiscal, de contrat de location, de documents judiciaires. Aucun document civil pour cet individu après 1862. Ce n'est pas simplement une lacune d'archivage. Quelqu'un avec sa profession documentée, un photographe professionnel reconnu, travaillant pour des commissions officielles, membre d'une société professionnelle, laisse des traces dans les archives multiples et redondantes d'une ville comme Paris dans les années 1860. Des registres fiscaux, des baux d'atelier, des commandes documentées, des entrées dans les annuaires professionnels. Pour cet homme, après 1862, rien. De nulle part, dans aucune archive. Il avait photographié ce qui se trouvait sous Paris. Il avait livré les photographies, ou du moins certaines d'entre elles. Et quelque chose s'était passé.
les difficultés avec la commission mentionnées dans la lettre de 1863, et puis une disparition de tous les registres qui devraient être impossibles pour un professionnel établi dans une ville aussi bien documentée. Il avait documenté ce qui était sous Paris, et puis il avait disparu de tout enregistrement. La commission des travaux historiques pendant la période haussmannienne était dirigée par quelques figures clés qui contrôlaient ce qui entrait dans ces archives et ce qui en ressortait. Ces figures, des archivistes, des historiens, des administrateurs culturels, avaient ensuite poursuivi des carrières dans les plus grandes institutions culturelles françaises. L'un d'eux est devenu directeur adjoint de la Bibliothèque nationale. Un autre a pris la tête du service des archives du ministère de l'Instruction publique. Un troisième est devenu secrétaire général de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Des carrières qui leur donnaient, pendant les décennies suivantes, un contrôle direct ou indirect sur ce qui constituait le record officiel de l'histoire française. Ces hommes savaient ce que les excavations avaient trouvé. Ils avaient été là pendant que les tranchées s'ouvraient. Ils avaient reçu les livraisons photographiques. Ils avaient signé les chèques pour les photographes. Ils avaient rédigé ou supervisé la rédaction les rapports de synthèse qui décrivaient les découvertes de couches profondes en une ligne avant de renvoyer à des études complémentaires qui n'arriveraient jamais. Et ensuite, avec leur nouvelle position, ils avaient continué à gérer le récit. Pas dans les coins obscurs des bureaucraties mineures, dans les institutions qui définissaient ce que la France savait de son passé. La correspondance privée de ces figures, les lettres qui expliqueraient les décisions prises sur les archives photographiques et les enregistrements de fouilles, seraient dans leurs fonds personnels, déposés dans les grandes bibliothèques et archives françaises. J'ai identifié les fonds concernés. Leurs inventaires sont disponibles. Les sections correspondant à leurs activités dans la commission des travaux historiques, non inventoriées en détail, classées comme correspondances administratives diverses. Et cela nous amène à ce qui est encore sous la ville. Pas détruit, pas déplacé, juste recouvert, juste en attente. Et c'est exactement là que commence le dernier chapitre. Depuis 2016, le chantier du Grand Paris Express, le plus grand projet d'infrastructure souterraine d'Europe, creuse sous Paris et sa banlieue. Des dizaines de kilomètres de tunnels à des profondeurs allant jusqu'à 40 mètres sous la surface. Un chantier qui traverse nécessairement les zones du sous-sol parisien où les études précédentes avaient documenté des anomalies. Le Grand Paris Express produit des données géotechniques considérables. Les relevés préliminaires, les sondages, les données de percement, tout est documenté pour des raisons de sécurité et d'ingénierie. Une partie de cette documentation est rendue publique dans les rapports environnementaux et d'impact. La majorité reste dans les archives techniques de la Société du Grand Paris. Dans les résumés publics des études de sol publiés pour plusieurs tronçons, une formulation apparaît dans les sections sur les anomalies rencontrées. Structure de composition atypique à profondeur importante. Anomalies géométriques dans les formations profondes. À caractériser dans le cadre du suivi archéologique. Le suivi archéologique du Grand Paris Express est conduit par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Les résultats de ce suivi sont publiés dans des rapports d'opération. J'ai consulté les rapports disponibles pour les tronçons traversant les zones d'anomalies documentées. Les rapports documentent les trouvailles de niveaux romains et médiévaux avec précision. Pour les anomalies des niveaux plus profonds, la même formulation renvoie à des études complémentaires. Sous Paris, sous les boulevards que Haussmann a construits sur les photographies disparues, sous les catacombes avec leurs ossements, sous les vestiges romains que les musées exposent, quelque chose attend que quelqu'un décide de le regarder vraiment. Les structures que les ouvriers de 1859 trouvaient trop profondes pour travailler confortablement à côté, que le photographe a documenté en 67 clichés, que la lettre de 1863 décrivait comme d'une précision incompatible avec la maçonnerie médiévale ou romaine, que chaque rapport officiel depuis 1867 a mentionné en une ligne avant de détourner le regard. Et maintenant que vous savez que ces structures sont là, que les données les confirment,
que les témoignages les décrivent, que les absences dans les archives les protègent. C'est votre carte, votre boussole, votre invitation à questionner ce que nous croyons savoir sur les fondations de la ville que nous appelons la Ville Lumière.